Et Salut, ça salut. fonctionne, et ça marche. T'as vu, c'est dingue, hein? Salut Eric, comment ça va? Sans casque et tout, mais avec de la qualité, Ouais, ça va bien. tu Super. es ravi de t'avoir avec nous sur Entrepote. Tu es où là? Tu es à Paris? Ouais, je suis chez moi à Paris. D'accord. Eh ben, écoute, connexion Paris-Nancy en 4G sans aucun problème. Super d'avoir répondu présent pour l'invitation. On est content de t'avoir avec nous. Tu vas Ça pouvoir nous parler un petit peu de toi, nous parler de cette barbe, nous parler de plein de choses. Je crois que c'est un peu pour tout le monde la même chose avec Bah, le confinement. on a tous les mêmes enjeux, tu vois. Ouais, Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Ben écoute, comme je t'ai dit, Entre potes, c'est un format qu'on a lancé depuis le début du confinement tous les soirs à 18h18. Et on se parle de créativité, d'idées, de cinéma, de séries, divertissement. Et du coup, tu es un invité un peu spécifique par rapport à ceux qu'on a eu avant. On a eu des auteurs, des scénaristes. Toi, tu fais plusieurs choses. Tu as bossé dans la com et la pub. Tu es maintenant animateur, chroniqueur pour un format audio. C'est un podcast, c'est une radio. Comment tu... alors, ouais, l'émission, rien. Non, tu étais coupé. Tu étais coupé Ouais, aussi, j'ai hein. reçu un appel. J'ai reçu un appel. Autant pour moi. Du coup, Non, pour mais ceux tu plaisantes. qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, tu veux une version en 30 secondes ou en 40 minutes? On a Je veux combien de temps? je veux une version 30 secondes et après on fera des petites versions de 10 minutes à chaque fois sur chaque Ah, sujet. ok. Alors, qui je suis? Je suis aujourd'hui consultant en communication et en storytelling sur les médias sociaux. Je fais ça maintenant en indépendant après avoir fait de la communication en entreprise et en agence Ok. pendant très longtemps. Ouais, Pour ok. Ami, Étoile Blanc, tout ça. Ouais. On a, Ouais, on a, on a vu. ouais. Ouais. Hmm. Chose qui arrive, hein. Ah bah de toute façon, tu verras, même à toi, ça va t'arriver, Ouais, mais t'en rends c'est pas pas compte. impossible. Tu réalises pas. Moi, je suis passé par ton âge, donc à ton âge, je ne pensais pas que ça pouvait me tomber dessus. Alors, Non, on reste ça très va humble. continuer. On sait que ça va arriver. Ouais, ouais. Du coup, un pan communication pub, un autre pan média, écriture, podcast. Alors la communication, moi mon background il est plus sur les RP que la pub. Donc j'ai Ouais, ok. vraiment travaillé dans des environnements publicitaires, dans des agences qui étaient à l'origine publicitaires devenues des groupes de com généralistes, chez DDB, chez Ogilvy Paris les 13 dernières années. Hmm. Euh, Petite agence c'est qui ça. débute. Du coup, toujours avec ce background RP influence que j'ai piloté chez Ogilvy Paris, avec également des responsabilité à rôle actif sur les médias sociaux. Ok. Parce qu'on s'en souvient pas forcément aujourd'hui, mais il y a 15 ans, les médias sociaux, quand ils sont apparus, ils étaient complètement imbriqués dans les RP. C'était considéré à 100% comme des relations publiques et de l'influence, avant que ça monte en puissance et que ça devienne également du CRM, de la pub, Ouais. tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc assez logiquement, ça a croisé mon activité très fort. Mais ouais, RP plutôt que pub, j'y tiens. D'accord. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de préciser. Et du coup, maintenant, tu es à ton compte. Tu fais de la formation également. Ouais, ouais. Et En fait, tu... après Ogilvy, j'ai fait un an de congé sabbatique d'abord. Ouais, c'est bien de le préciser, important, hein. Ouais, je suis allé vivre à Lisbonne. J'ai monté une pièce de théâtre qui peut-être ne verra pas le jour d'ailleurs du coup à cause de ce qu'on vit en ce moment, mais en tout cas le projet a été mené jusqu'au bout. Euh, D'accord, je savais pas, hyper cool. alors, croisez les doigts pour moi, croisez tous les doigts pour moi pour que Croisez tous en commentaire. le théâtre réouvre à la fin de l'année, parce que le 1er décembre devrait se jouer cette pièce dans un grand théâtre parisien, et que c'était un de mes rêves, donc j'espère qu'il se réalisera. Donc ce congé sabbatique, à la fois pour m'évader et me déconnecter à Mhm. Lisbonne, pour monter cette pièce, pour
écrire. Et puis quand je suis revenu, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Et là, je me suis rendu compte que la partie storytelling m'intéressait, que l'indépendance et la liberté étaient importantes pour moi. Donc, effectivement, j'ai commencé une activité en indépendant, en montant une petite marque pour histoire d'avoir autre chose à raconter que Eric Maillard, qui n'est pas très intéressant. Donc, du coup, j'ai monté une marque qui s'appelle Spin-Off Conseil, qui croise les techniques des séries télé appliquées aux marques. Comment on crée de la narration dans les séries télé et comment ça peut complètement s'appliquer aux marques avec une bible, avec des champs narratifs, des enjeux, des twists, des spoilers, voilà, tout ça vient complètement nourrir les marques quand elles doivent s'exprimer, notamment sur des champs un peu longs et pervasifs comme le sont les médias sociaux. Voilà, donc j'ai commencé ça et puis à côté, tu as raison, je fais de la formation dans des écoles et auprès d'entreprises qui ont besoin de se former sur les médias sociaux. Je produis des podcasts que j'anime. J'ai écrit également un podcast, donc je fais de la scénarisation. Voilà, donc tout ce qui m'arrive un peu naturellement et que je prends et parfois je m'y attendais pas et c'est des belles surprises qui me tombent dessus. Avec un engouement quand même pour, on peut le voir, pour l'écriture, pour le fait de raconter des choses, plus que l'aspect perf ou un peu plus héroïste, beaucoup plus l'écriture, on a l'impression. Et de plus en plus, j'ai beaucoup travaillé sur quand tu es en agence pendant 20 ans et que tu as des clients en face de toi. Il y a toujours le moment où on arrive au ROI, performance, et on passe par tous les outils pour le faire. Donc voilà, j'ai pratiqué ça, ça m'intéresse plus du tout. Mais j'ai absolument plus d'intérêt. Alors je continue à regarder, j'enseigne même là-dessus. Donc, mais en tout cas, le pratiquer pour des marques m'intéresse assez peu. Ça fait le tour, ça y est, c'est bon. Je sais pas si c'est le tour parce que ça m'a vraiment passionné et tout le temps où je l'ai fait, voilà, j'avais une vraie énergie là-dessus. Mais le break que j'ai fait m'a amené en fait à me recentrer sur ce qui m'intéressait vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les histoires, c'est la partie émotionnelle du cerveau et comment on fait pour aller la percuter en étant au bon endroit avec les bons sujets. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Après, les histoires. De com de crise, parce que ça a été ma spécialité longtemps, et que je me rends compte que la com de crise, elle cristallise des moments où on est obligé, où toute l'organisation n'a plus d'autre choix que d'aller vers la voie unique, en fait, qui passe toujours par de la structure, de la scénarisation, même si c'est pour dire une vérité, parce que quand on fait de la com de crise, on raconte pas des histoires. Je t'ai vu pas mal réagir du coup là avec toutes les interventions des différents élus. Je te vois sur Twitter réagir pas mal à ce que on aimerait entendre, ce qu'ils devraient raconter, ce qu'ils devraient avoir comme positionnement. Et c'est assez drôle de voir tes réactions qui sont à chaque fois plus ou moins liées avec ce que les gens disent en même temps sur Twitter. Alors je pense que j'ai l'expérience et mon grand âge fait que j'ai un peu moins besoin du temps de sédimentation pour voir ce que ça peut provoquer sur un moyen terme. Donc en général, je le dis un peu vite sur Twitter et du coup, je me fais souvent d'ailleurs allumer sur Twitter. Ah oui, c'est vrai que tout le monde dise la même chose. Tu sais que Twitter, ça va hyper vite. Ça oublie vite, mais ça clash aussi hyper vite. Oui, bien sûr. Bon, moi, Twitter, c'est un outil que j'aime bien. C'est vraiment l'endroit, c'est le média social où je reviens toujours, en fait, après être passé par tous les médias sociaux parce que de toute façon, il faut y être et que ça fait partie de mon job. Je finis toujours par revenir sur Twitter. C'est ça qui m'intéresse, en fait, la réactivité, le débat, l'échange. Et puis, il y a toujours la petite masse de trolls. C'est clair. Pas très loin, mais en fait, c'est pas la majorité. Moi, j'ai plutôt une communauté de gens qui aiment la discussion, gens qui sont pas d'accord avec moi souvent, mais c'est pas grave. On discute et on élabore. Et parfois, j'évolue un peu aussi dans mes points de vue. Mais en effet, tu as raison sur quand le confinement est arrivé, l'enjeu de cette pandémie est arrivé. En fait, je me suis quand même arrêté 2 secondes en me disant, OK, comment je fais si je veux travailler sur ce sujet-là? Forcément, j'ai un devoir de réserve, donc je peux pas y aller dans tous les sens. J'ai réfléchi, je trouve que j'étais touché personnellement dans ma famille et que c'était de toute façon trop émotionnel. Et du coup, je me suis dit, je vais rester sur le terrain émotionnel en essayant d'y mettre l'analyse que je peux avoir sur ces sujets-là, en
prétends pas à une attention dingue aux réactions. Je sais que je suis dans les revues de presse des différents ministères et que sans doute ils me détestent. Mais c'est pas grave. Mon enjeu n'est pas de travailler pour un ministère. Je ne fais pas du tout des appels du pied en disant vous faites n'importe quoi et maintenant appelez-moi. Je suis plus dans une espèce de réaction qui permet de débattre tous ensemble et éventuellement d'évoluer dans des points de vue et voilà, d'avoir des échanges qui sont super intéressants. Donc c'est vrai Mais c'est hyper intéressant d'avoir ton retour parce que du coup, moi, je suis pas mal sur Twitter aussi et je vois les différentes réactions, et je vois pas mal de gens qui répondent à tes tweets, etc. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit d'accord ou pas avec toi, on est amené à se poser une question. Et je pense que le plus important, c'est ça, c'est de se poser une question. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je réagis? Du coup, ça m'amène à une question un peu plus pragmatique, mais sur les différentes communications de marque qu'il y a eu. Il y a eu des coups un peu sympas, il y a eu des coups moins intelligents, qui sont juste pour la fame. Qu'est-ce que tu en penses de certaines marques qui, pas au global, mais, enfin si justement au global, pas en détail, mais les marques qui communiquent aujourd'hui, on a vu qu'il y en avait certaines qui avaient un rôle hyper important, qui se substituaient parfois à l'État sur certains sujets. Qu'est-ce que tu penses des prises de parole des marques aujourd'hui sur différents secteurs, hein, pas uniquement le tertiaire, hein, mais on a vu qu'il y avait des marques qui rendaient service, d'autres qui étaient juste là pour dire bah on est quand même présent, mais est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est éthique? Le fait que McDo réouvre dans une semaine, ça pose des questions aussi sur parce que tout le monde parle, et je termine avec ça, tout le monde parle de après la crise, ça va être plus sain, ça va être plus éthique, on va mieux consommer. Alors que là, on voit que c'est à peine fini, on retombe fois 10 dans le il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais que c'est un peu difficile comme question, mais qu'est-ce que tu as pensé des réactions des marques? Elle n'est pas difficile, mais Elle est longue. Non, voilà, oui, elle est longue, mais c'est bien. Mais surtout, elle couvre plein de champs, elle a plein de facettes. La réponse très directe sur qu'est-ce que je pense des marques. En fait, les marques, elles ont pris des postures effectivement différentes. Il y a eu 3 niveaux, quoi. Il y a celles qui ont fait n'importe quoi, sont plutôt des petites marques, qui ont essayé de rebondir sur le truc, offrant des masques gratuits, sont commandés des crèmes de beauté. Ouais, en mode newsjacking. T'as vu ça, hein, donc ce qui était quand même ce qui a provoqué heureusement des réactions extrêmement violentes et très immédiates. Donc là, on rigole pas avec ça. Ouais. Il y a celles qui ont décidé de se taire, ce qui est un acte de communication pour certaines marques que de se taire. Alors en le faisant de différentes façons, hein, quand Coca-Cola annonce que l'ensemble de ses budgets publicitaires va être dédié à des dons pour aider la recherche ou alors c'est bien, on voit après derrière que toutes les chaînes de télé sont obligées d'écrire des petits messages pour remercier les marques qui continuent à les soutenir parce que c'est aussi un enjeu business que les médias existent, et pour que les médias existent, il faut des marques, donc pas si simple que ça. Et puis entre les deux, il y a effectivement les marques qui sont engagées en communiquant de manière plus ou moins à droite. Donc il y a celles qui l'ont fait un peu rentre dedans, mais qui étaient solides. Tu as fait un L'Oréal, par exemple, ouais, bien sûr. qui a été assez holistique dans sa façon d'aborder le sujet, qui n'a pas fait un coup, mais qui l'a vraiment traité au global, à travers les salariés, des dons, voilà. On a tous vu passer, je pense, la petite communication de L'Oréal à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et puis, oui, ceux qui peuvent faire plus des coups pour être visibles à ce moment-là, mais ce qui en fait passera un peu entre les mailles du filet, ça se verra pas, donc ça n'a pas grand intérêt. Je pense que celles qui continuent à communiquer sont de toute façon toutes revenues sur une valeur refuge qui, ça va être ma mauvaise nouvelle du soir, hein. Je ne crois pas du tout que ce soit durable et que tout à coup le monde va changer et que tout le monde aura compris qu'il faut revenir à des valeurs fondamentales sans lesquelles on va tous crever. Alors ça, c'est ce que tout le monde pense aujourd'hui, mais alors dans quelques mois, ça sera oublié et tout le monde sera revenu à un business as usual. C'est une certitude. Mais toujours est-il qu'entre-temps, certaines marques ont communiqué sur des valeurs au moment où elles peuvent plus vendre leurs produits. Je pense à des marques, des constructeurs automobiles par exemple, ou des banques qui elles peuvent continuer à fonctionner, qui ont communiqué, y compris en télé, sur des spots qui coûtaient, j'imagine, très cher étant donné le nombre de personnes devant la télévision, pour rappeler les valeurs tout simplement et l'engagement sociétal qu'ont ces marques. Donc peut-être qu'il va y avoir une montée en puissance de ce champ-là de communication.
très très vite, on va revenir quand même sur un bon mode pur et dur, Ouais. un bourrin de je suis là pour vendre, donc Allez-y, on quoi. va pas trop perdre de temps à parler de Ballard, quoi. Bah, c'est assez intéressant de parler de ça. Salut Jonas qui vient de nous rejoindre. C'est Jonas qu'on a eu en interview il y a 2 semaines. Euh, Moi, ma problématique, elle C'est était pas parce que sur. moi je vois pas je les vois presque Ah, pas. tu vois pas les. Je crois En qu'il faut fait, que tu. je les vois tu... très très peu, mais du coup, ouais, si je fais ça, après je. Sophie qui est là Ah, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'avais une question sur. Enfin, une question, plutôt une réaction. Le rôle des agences dans tout ça, parce qu'on voit qu'elles prennent beaucoup la parole. En tout cas, beaucoup. En termes de volume, il y a beaucoup de gens qui s'expriment. Les prises de parole sont, je le dis hyper honnêtement, elles sont pas toutes de super valeur ajoutée. C'est plutôt, on réagit. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est leur rôle aujourd'hui aux agences quand le budget il est bloqué? Quand toute l'année on parle de mieux consommer, de good advertising, de faire des choses pour le consommateur, et qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une crise et on s'attend à ce qu'après ça redevienne un peu encore plus, comme tu viens de le dire, on consomme beaucoup plus, on s'éloigne des besoins primaires, on se focus sur les besoins qui sont pas du tout primaires. Qu'est-ce que tu penses du rôle des agences en ce moment et après qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? Est-ce qu'elles auront un rôle plutôt pédagogique à dire attendez, on repart mais on prend la leçon de ce qui se passait ou elles vont avoir ce sujet classique de il nous faut du budget, il faut qu'on sorte des campagnes, il faut qu'on produise et Je peux parler que de à la fois l'expérience que moi j'ai eue et ce que je peux imaginer du coup de ce qui se passe dans les endroits où moi-même j'ai travaillé et de quelques liens que je peux avoir avec des directions d'agences aujourd'hui. mm-hmm. Il se passe en fait le phénomène assez classique qui est que la vraie valeur d'une agence, quand elle est bonne, c'est de conseiller de la manière la plus percutante, juste ses clients, la plupart du temps avec des éléments qui sont absolument impossibles à donner en public. Parce qu'on est obligé de rentrer dans des postulats très stratégiques pour les entreprises. Mm-hmm. Et qu'en plus, quand on s'exprime publiquement et qu'on est une agence et qu'on a plein de clients, il faut froisser personne. Mm-hmm. Donc ça nécessite quand même un certain jeu de jambes et une certaine prudence quand on est une grande agence qui travaille avec Plusieurs marques, plusieurs grands groupes. CAC 40 et 17 grosses PME dans des secteurs très différents les uns des autres qui n'ont pas les mêmes enjeux. C'est compliqué. L'exercice de style est compliqué. Donc, on arrive parfois à des éléments qui sont intéressants quand même que je lis sur Ouais, moi aussi. un Ouais. planning stratégique, un peu d'anthropologie qui Ouais, mais peut s'intégrer là-dedans. Donc, il y a quelques études intéressantes. Mais par contre, ça peut pas être dans le dur sur il faut que les entreprises fassent ça, il faut que les solutions soient celles-ci. bah, c'est tout le problème en fait, parce qu'on a beaucoup de retours, comme tu dis, qui sont du planning, qui sont plutôt quali. Il y en a quand même j'en ai quand même lu certaines qui étaient bien, avec des vraies réflexions sur le sens du mot consommer, le sens de nous, ce qu'on fait, la relation qu'on a avec les marques et avec l'État. Ça, c'était hyper intéressant. Et d'autres qui sont plus dans il faut qu'on reste actif, il faut qu'on le fasse ci, il faut qu'on fasse. Moi, j'ai l'impression que non, on sait pas en fait, on sait pas comment ça va être. Et enfin, moi, je pars un peu plutôt du principe que si on sait pas, on se tait, tu vois. Mais en même temps, je sais pas s'il faut prendre la parole en tant qu'agence qui est pas forcément, qui a pas un planning de ouf, j'en sais rien, mais est-ce qu'il faut absolument communiquer parce que les autres agences communiquent ou parce qu'on a une vraie plus-value à le faire? Tu vois, c'est. Ouais, franchement, si on me donnait les clés d'une agence aujourd'hui et qu'on me demandait quoi faire, il est clair que j'irais au plus près de mes clients. Pour moi, c'est pas le moment d'aller sortir des tribunes dans les médias qui vont être forcément un peu vidées de leur sens parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas dire pour froisser aucun de ses clients. Donc soit on est sur des postulats un peu intellectualisants mais qui sont pas très intéressants. Ouais. On a besoin de concret, là on a besoin de comprendre comment ça va se passer, comment cette fin d'année elle va se dérouler. Donc là je pense que c'est retour client. J'ai vu une agence par exemple qui est We Are Social qui envoie, qui fait des petits blog posts et qui envoie par WhatsApp des messages, tu peux t'inscrire, tout le monde peut s'inscrire. En fait ça c'est des formats qui sont intéressants parce que ça reste au plus près des gens, donc c'est le moment de tester des choses dans la façon d'être au plus près de ses clients et à côté des clients qui en ont besoin parce que aujourd'hui tout le monde est dans la même inconnue et que l'inconnu est la chose qui fait le plus peur au monde. Quand on voit que la rive de l'autre côté est loin, on a peur, mais quand on ne voit pas la rive et qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, c'est absolument paniquant.
Donc là, je dirais la même chose que ce qui m'agace dans la communication gouvernementale depuis 2 mois, c'est que il y a plein de moments où c'est plus rassurant de dire qu'on ne sait pas que de faire croire qu'on sait. Mhm. Or, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'aucun planeur ne sait, aucun sociologue ne sait, aucun anthropologue ne sait. Mhm. Donc, ça n'empêche pas de se mettre en posture de De réflexion. de Oui, oui. s'organiser, d'avoir tous les indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Du coup, on attend de voir à quoi ça va ressembler. Mais par contre, avoir des grandes Des tirades. éclairantes sur comment ça va être après et qu'est-ce qu'il faut faire, ça me paraît extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, je le vois dans les commentaires, hein, tout le monde dit, mais dans les commentaires là sur le live, tout le monde dit à juste titre. Maintenant, là, les marques doivent avoir compris que les gens, ils veulent des valeurs, ils veulent revenir au fondamental. C'est ça que les marques doivent l'avoir compris. Mais en fait, nous-mêmes, on est une espèce de masse très malléable. On va oublier plein de nos promesses. Moi, il y a un truc que je fais parce que je me méfie beaucoup de l'être humain et donc de moi-même, c'est que dès que j'ai un énervement, un engagement, quelque chose dont je me dis plus jamais ça, je le note quelque part. J'ai un cahier dans lequel je note plein de choses que je ne veux pas oublier. Des colères, des énervements, tous ces moments où on se dit il faudra plus jamais que ça recommence. Mais c'est un exercice compliqué en vrai, on va pas passer tous notre temps, puis il y a plein de gens qui doivent s'occuper de leurs enfants, continuer à travailler. Ouais, c'est clair, bien sûr. Que je dis est sympathique quand on est confiné chez soi sans plein de contraintes qu'on peut avoir. Mais c'est un exercice qui est compliqué. Et donc, les gens vont oublier. Et nous tous, on va oublier une partie de notre énervement et de ces valeurs qui nous paraissent fondamentales aujourd'hui et qui vont un peu s'effacer. Et les marques, elles vont pas nous tirer vers ce qui, pour elles, parfois constitue une contrainte. Elles vont plutôt nous tirer vers de la reconsommation la plus rapide possible parce qu'elles ont une année à refaire. Bien sûr. C'est clair qu'elles vont avoir besoin de nous amener à consommer plus à cette sortie de confinement que s'il n'avait pas eu lieu. On peut imaginer ce que ça va donner d'un point de vue publicitaire et donc les pressions que les agences vont recevoir si elles ne le reçoivent pas déjà. Ouais, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont un peu pas simples à traiter parce qu'on est en train de se raconter des choses un peu belles, un peu ça va aller mieux, c'est le moment de se recentrer, etc. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais je trouve que c'est aussi paradoxal parce que comme tu le dis, on en parle pas mal avec des potes aussi, tu vois, qui on bosse, etc. Et on a le sentiment, comme à juste titre, toi tu le dis, que dès qu'on pourra repartir, on repartira, mais encore fois 10, et du coup ça va un peu, on va oublier ce qu'on s'était dit pendant le mois de confinement, et donc je trouve ça un peu dommage. Il y a ça, et puis il y a le sujet qui est pas un sujet nouveau, mais qui est un sujet de court terme, long terme. Il y a les enjeux à court terme, les enjeux à long terme. À long terme, on sait qu'il y a un tout petit sujet qui concerne la planète. Ce sujet sur la planète, il se trouve qu'il n'est pas complètement décorrélé de ce qui nous arrive aujourd'hui. On sait que les virus sortent du permafrost, que finalement le coronavirus est plutôt sympa par rapport à d'autres virus qui arrivent en dessous, et que donc concrètement on se prépare à un futur qui n'est pas génial si on continue. Donc ça vaut le coup de se dire il y a le long terme qu'est la planète, il faut y faire attention. Ce que je lis aujourd'hui, c'est et on le lit tous et on finit tous par le penser un peu. C'est bien sympathique, on va tous retourner travailler de manière graduelle à partir du 11 mai. Mais alors moi, prendre le métro 4 fois ou 2 fois, c'est clair. Me retrouver dans les transports en commun, autant te dire que je vais vite aller sortir ma voiture parce que les vélos vont être pris d'assaut. Puis quand il y aura des vélos, en plus on a compris que maintenant ce sera des vélos où chacun aura bien distribué tous ses microbes. Comme les trottinettes, mais c'est clair, bien sûr. Retour à la voiture. Ce que je comprends. Mais tu vois l'énorme clash qu'il y a entre cet enjeu court terme de se dire je dois me protéger d'un virus en pas prendre le métro et le fait qu'on est tous en train de détruire la planète. J'ai des conversations sans fin sur ce sujet-là, y compris sur Twitter où je vais au front droit devant et je me prends la meute qui m'explique sans à juste titre que centre de Paris assez virulent quoi. Les petits vélos, mes trottinettes et machin, tout ça est une vie de bobo assez sympathique. Alors, oui peut-être, mais à l'arrivée quand même on est censé avoir tous compris aujourd'hui et ce coronavirus est censé l'avoir renforcé plus que jamais que on est en train de foutre en l'air la planète et que si on ne fait pas quelque chose maintenant, on va avoir des enjeux comme on en vit maintenant, mais tout le temps.
C'est-à-dire que la vie d'avant, on ne la retrouvera jamais. Et ben, Ça, c'est assez fort, ça. de défendre. Comment? C'est assez fort. Ben, c'est-à-dire que il Et y je a croyais beaucoup qu'on allait s'amuser, je suis en train de m'agacer. Ouais, non, mais c'est vrai que Tu m'avais promis du fun, des séries. on va aller sur le fun, on va aller sur le jeu. Du coup, la partie Covid Les gens s'ennuient en plus, non? Je suis sûr, non? Non, en vérité, c'est des questions qu'on se pose tous. Nous, on prend très peu la parole là-dessus parce que j'ai pas envie de participer forcément à ces tribunes de, je pense que ça va être comme ça. Ok, nous, on continue ce qu'on fait, on les laisse un peu, on verra après. Mais du coup, c'était la partie communicant, on va dire. Maintenant, tu as la partie qui nous intéresse aujourd'hui sur Entre Potes, la partie de la personne qui écrit et qui est fan de séries et qui gère un podcast ou une émission qui s'appelle Oh My God, c'est ça? Ouais, il y a un podcast. Je lisais les commentaires en même temps. Ouais. C'est intéressant aussi de regarder. Effectivement, vapoter peut être plus dangereux que toucher la trottinette de quelqu'un d'autre, sans doute. Et qu'un storytelling plus terre à terre, c'est vrai que on peut espérer que du coup, les actes de communication qui garderont leur enjeu de vendre immédiatement parce qu'il faut faire ça, embarqueront peut-être plus de storytelling qui reviennent également aux fondamentaux. C'est pas en fait, la question est intéressante parce que c'est peut-être pas un bloc contre bloc, c'est-à-dire que c'est peut-être pas soit je vends, soit j'ai des valeurs. Peut-être que les deux vont plus s'intégrer que jusqu'à maintenant. Et ça, c'est un enjeu même d'organisation dans les entreprises. Je rappelle que dans les entreprises, il y a les directions marketing qui sont là pour faire de la vente. Et puis, il y a les directions relations extérieures, ou ça a plein de noms, mais qui sont plus sur les valeurs, c'est du corporate. On appelle ça du corporate. Comment ça peut encore être séparé en 2020? Comment c'est possible que les organisations ne se soient pas dit je ne peux pas continuer à mettre bloc à bloc du marketing et du corporate qui souvent plus se tirent la bourre en interne, ils détestent. Et ben, alors je sais pas si l'après-crise changera quelque chose là-dedans, mais ça serait un bon premier signal qu'il y ait une remise à plat de l'organisation des entreprises qui intègre ces deux dimensions-là et qui enfin passe du marketing qui sait avoir des valeurs et du corporate qui sait aussi vendre. Et je pense que quand on sera arrivé là, ça sera pas mal. Oui, c'est hyper intéressant de pas, comme tu dis, pas que ça soit pas séparé, que ça soit pas imperméable et que chacun se batte pour sa cause. On le voit, ils essayent quand même avant, plus trop aujourd'hui parce que c'est compliqué, mais avant, il y avait quand même de plus en plus de ponts qui étaient faits avec des personnes qui étaient nommées à la tête des deux pôles, qui faisaient un peu les deux. Mais c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est pas du tout évident et c'est pas non plus une guerre fratricide où les deux s'opposent. Je trouve, c'est hyper intéressant les retours que tu nous fais sur les sujets Covid. Mais tu sais qu'on parle de séries. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire que voilà. On est là pour détendu quoi. Enfin, on est là pour détendre les gens. Les gens boivent l'apéro en général ou pas? Les gens, les gens boivent l'apéro, les gens commentent. Boivent l'apéro, d'accord. On est déréglés. Hein. Du coup, tu m'as dit Oh My God. Tu nous pitches rapidement ton format Oh My God? Alors, Oh My God, c'est une émission mensuelle où le concept, c'est que j'ai 4 chroniqueurs autour de moi qui sont 4 amis. Et je voulais sortir de ce côté un tout petit peu traitement culturel, un peu compliqué autour des séries. Juste rappeler que regarder des séries, c'est du kiff. C'est passer un bon moment et on n'a pas besoin de démarche analytique complexifiante pour se dire que on apprécie une série ou pas. Donc en parler en fait comme on en parle entre amis et pas comme on parlerait entre critiques littéraires au cinéma. Donc c'est sur cette base-là qu'a été créée cette émission-là où j'ai donc réuni 4 amis pour en parler vraiment entre amis et on est entre potes. Nos coups de cœur, on a des cartes blanches, on a un débat, on a fait le sexe dans les séries, les séries françaises sont-elles finies ou au contraire celles futures, enfin voilà, plein de débats comme ça. Il y a eu 5 émissions déjà, la dernière était en mode confinement et la prochaine va arriver bientôt et on s'éclate, franchement c'est chouette. Je suis en train de regarder les séries que tu m'as listées pour pouvoir en parler. Il y a Ozark que tu m'as cité, que tu vas commencer, qui est déjà revenu 3 fois dans nos lives. A priori, ça a déjà séduit pas mal de monde. Ozark est en numéro 5 dans les audiences, parce que je fais les audiences aussi dans tous les mois. Ça fait un moment que c'est en numéro 5 dans les audiences, donc c'est une consommation assez importante. Mais bizarrement, c'est une série dont on parle très peu. C'est clair, moi je l'ai découvert là. Hein. Elle a alors donc elle est très consommée, mais voilà, les gens n'en parlent pas. Quand ils en parlent, elle est bien notée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un taux d'adhésion très fort.
Et elle a un petit effet répulsif au départ que moi-même je ne m'explique pas. Et ça fait 1 an que je dois rentrer dans cette série. Et tu arrives pas. Le visuel, le ton un peu dark, mais dont j'ai l'impression qu'il va me perdre, la communication de Netflix, l'image qu'ils mettent en avant dans la plateforme, tout ça, ça marche pas et ça me donne pas envie d'y aller. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation. Donc je suis en train de me forcer, mais je procrastine. Donc on se le rajoute à la to-do. Hein. On se le remet. On l'avait déjà mis. Tu sais que depuis le début du confinement, on a un invité tous les soirs. Du coup, on a une to-do qui fait quand même. Tu vois, qui est bien en place, du coup, Voilà, et moi, je suis pas sûr que. En plus, j'ai des top 10 et des top 15. Hein, Ouais. ça pourrait aller assez loin. Mais... Ouais, donc c'est. Non, mais l'idée, c'est quand même de la vider, cette to-do, de la remplir, mais aussi de la vider aussi. C'est-à-dire qu'on essaie d'avancer pour pouvoir après en débattre. Tu m'avais parlé aussi, tu m'avais dit valider. Une série qui est assez récente, qui est sortie il y a 2 semaines ou 3 semaines, que j'ai pas encore regardée, qui est sur Canal. Elle a été vue 15 millions de fois. Ouais, la première semaine, ça a fait 5 millions de. Elle a bien profité du confinement pour le coup, parce que c'est le moment où Canal a fait un mois gratuit et où, ouais. Je sais pas si j'ai validé sur Canal gratuit d'ailleurs, mais peu importe. Et surtout, tout le monde était bloqué à la maison. Donc ça a fait un max de vues, tout le monde l'a vu, sauf toi. Donc il va falloir que tu te dépêches, Valentin. Mais il y a un côté absolument magique, c'est que tu sois fan de rap, comme certains amis autour de moi le sont, ou très loin de cet univers-là, comme c'est mon cas. Mm-hmm. Dans tous les cas, on rentre dans la série. Il n'y en a pas un qui se dit « Ah ouais, non, mais c'est super, vulgarisé, c'est tellement loin de la réalité de ce qu'est le rap. » Ceux qui connaissent le rap ne disent pas ça. Et ceux qui ne connaissent pas le rap sont pris par la main pour rentrer dans l'histoire, découvrir un univers. Ça te traite super bien et c'est pour ça qu'il faut que tu la regardes. Mm-hmm. Ça te traite super bien de l'intégration des médias, ça c'est mon petit côté RP, ouais, mais sur l'intégration des médias sociaux. Et quand tu verras la série, que tu verras la dernière minute, tu repenseras à moi, tu vas te prendre une énorme claque dans la gueule. Et ce moment-là, de cette minute, tu penseras à moi et tu verras ce qu'on peut faire de l'utilisation des médias sociaux dans le schéma narratif d'une série. C'est génial. Est-ce que, écoute, merci pour ton retour déjà là-dessus, qui moi m'a donné plus envie que le pitch canal. Du coup, est-ce que, enfin moi c'est ce dont j'ai un peu peur, c'est qu'on ait beaucoup de clichés. Donc je te laisse me répondre. Je pense que tu vas me dire non, mais j'ai un peu peur qu'on tombe dans le cliché de la discussion entre deux jeunes, un qui se lance, un qui est déjà dans le game, l'aspect du gars qui met de l'oseille pour faire en sorte que le projet monte et qu'on soit un peu dans le cliché. Est-ce que j'ai complètement tort? J'espère que oui. Est-ce que tu peux me dire si je pense que oui, mais si l'écriture est au niveau de la com qui est faite autour de la série, ou est-ce qu'on a quand même des aspects un peu clichés? Mais je pense pas en fait. Moi, c'était mon avis, mais quand j'ai vu qui a réalisé, on voit qu'il connaît bien le sujet, donc voilà. Mais après, c'était ma première peur quand j'ai vu le teaser. Après, je pense que ça dépend de ta proximité au sujet, ou même par briques. C'est-à-dire, il y a 2 radios qui sont souvent citées. Il y en a une que je connais particulièrement bien de l'intérieur, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé sur un sujet qui la concernait. Ce qui s'y dit est d'une justesse incroyable. Vraiment, c'est la réalité de la façon dont ça se passe dans cette radio. C'est extrêmement juste. Donc, une fois que tu as coché la case de ça, je connais, et je sais que c'est juste, tout le reste ne paraît pas être okay. Donc, je ne sais pas te répondre, en fait, sur ce que je connais pas, parce que je te dis que ça m'a pris par la main. Alors, mes amis qui connaissent le rap ont dit que c'était plutôt très, très bien vu également, et j'ai plutôt tendance à les croire. Mais oui, ils me flattent en me montrant les quelques rappeurs. Ça va jusqu'à... Est-ce que je spoil si je dis ça? Non, je spoil pas. Ça va jusqu'à Soprano quand même, donc en public. Ça me cite du PNL, donc là je peux me dire, moi qui suis loin de tout ça, PNL je connais, donc je suis quand même un peu branché. Et puis, tu as plein de rappeurs très connus qui passent à l'écran. Et si j'avais pas eu quelqu'un qui me dise, ah ouais, t'as vu, il y avait machin, même moi je l'ai pas reconnu, je sais pas qui c'est en fait. Ouais. Donc il y a 15 niveaux de lecture. Il ne me semble pas que ça tombe dans des clichés, sauf les clichés qui sont un peu justes. Tu vois, tu me parles de clichés, mais dans le rap, il se trouve quand même qu'il y a de clichés. Moi, j'ai pas la culture rap, mais j'ai travaillé pour des maisons de disques, comme tu sais peut-être, et j'ai travaillé pour un label de rap. Il y a plein de choses que j'ai vues où c'est pas... Oui, ça ressemble à un cliché, mais ça ne fait pas. Hein. Ça marche vraiment comme ça. Donc, non, franchement, de toute façon, pour la partie médias sociales que je t'ai donnée, la partie communication, tu n'as pas le choix, il faut que tu la vois. Et super. Okay. Donc tout là, doux, hein, on va assez vite ce live, et pas tu vas plonger sur ce palier.
Non, je rigole. Mais non, mais faut que tu le vois. Ouais, non, mais si, en plus j'ai Canal, donc tu vois, j'ai pas d'excuse de dire, ouais, faut que je m'abonne. Non, non, j'ai pas d'excuse d'aller à dispo et faut que je la. Enfin, J'ai je vois dans les fini Viking. commentaires que les gens parlent de Attic, pardon, je dis les gens parce que Tim, je vois Tim. mal les noms. Donc Tim nous parle d'Attic, effectivement l'acteur principal, et qui est dingue, qui est un rappeur à la base, et qui joue super bien en partant de nulle part. Il y en a deux d'ailleurs qui sont rappeurs et qui ont un rôle principal comme ça, et qui sont très bluffants. Donc ouais, en plus je kiffe maintenant ce qu'il fait, y compris en rap. C'est-à-dire ça Ouais, m'a donc tu seulement mis dans t'as par rapport au découvert. choix, mais j'ai aussi découvert un intérêt dans une culture que je peux pas dire que je la connais pas, parce que encore une fois, pour avoir travaillé dessus, je l'ai analysé. Donc je comprends, je sais que dans le rap, on dit des choses qu'on va pas forcément faire, c'est un exutoire. Donc je comprends tout ça, mais ça me touchait pas. Et je trouve que ça a été un moyen de m'emmener dans cette culture et de la rendre plus émotionnelle pour moi, ce qui est un vrai tour de force. Donc ouais, Gaston Bide, il est costaud. Hein, puis Ouais, mais en il a plus on l'attendait pas il du tout. il joue dedans. Enfin, il est un peu partout sur l'histoire et Mais moi, bluffant. enfin, des retours que tu me fais, plus ceux que j'ai, etc., que je regarde, les critiques, parce que, comme tu as dit, il y a un différent niveau entre le retour entre potes et le retour des critiques, qui sont des fois quand même assez en décalage, mais tous sont positifs, et je me disais, oui, mais Gaston Bide, enfin, je l'attendais pas là, moi. Tu vois, il était pas, pour moi, il n'était pas à ce niveau-là, donc je dis ça très humblement, hein, mais pour moi, il n'était pas à ce niveau-là de vision, d'écriture, de production. Et au final, tout le monde me dit que du bien. Donc c'est vraiment que ça doit être vraiment quelque chose de, au-delà du truc un peu fame, genre c'est tendance, le rap, c'est devenu très mainstream. Donc au-delà de ça, c'est une bonne série. Donc tout doux. Tout doux pour Exactement. après le live. Eric, t'es quand même solide en Bon, série. en série, il y a des séries dont je veux parler. Parce que je veux que tout le monde aille voir une série qui s'appelle ma série préférée au monde. Ça s'appelle The Leftover. Il y Ok, a eu attends, trois je vais saisons. regarder. Donc The Leftover, il y a eu 3 saisons. La première étant moins bonne que la deuxième, moins bonne que la troisième. Donc quand il y a des montées en puissance comme ça, c'est toujours bon signe. Donc c'est une série dingue qui pose plein de questions métaphysiques qui sont incroyables, c'est terminé il y a 4 ans maintenant, et qui est sublime. Or, est arrivé sur Amazon Prime, il y a un mois maintenant, une série qui est dans cette veine-là, qui a quelques proximités, y compris sur la musique, presque un peu trop sur la musique, parce qu'on a vraiment la première image, on a l'impression que c'est The Leftover. Ça s'appelle Tales from the Loop. Ouais. The Loop, c'est une espèce de laboratoire scientifique qui s'est installé sous terre, sous un village, quelque part aux États-Unis, quelque part entre les années 80 et 2000, on ne sait pas bien. Et ce laboratoire qui mène des tests scientifiques, en fait, crée des situations qui sont des situations totalement métaphysiques. Donc, on va se retrouver projeté dans une petite fille, une maman, un black qui est en crise existentielle, et avec une espèce de question universelle qui à chaque fois nous fait réfléchir, qui est super puissante. Alors, faut faire attention, c'est-à-dire c'est pas The Circle ou Ouais. la Casa des Papel, c'est-à-dire qu'il faut poser son téléphone Ouais. et accepter quelques lenteurs, de poster de C'est belles clair. images, Ouais, ouais. voilà, il faut accepter ça. Mais c'est bien aussi de revenir à ça parfois. C'est ce qui m'inquiète le plus dans la fermeture des ciné, le fait que les gens consomment à ce point à la maison, c'est que les gens Bien sûr. consomment en faisant 3 choses à la fois, et Ouais. tu ne peux plus profiter des mêmes choses. Tu peux Et en plus bingeant aussi, t'arrêter. ça c'est un vrai sujet aussi, le fait d'enchaîner les épisodes. Bien sûr, il faut Quand tu laisser te le temps prends, ouais. de sédimentation. Là, ça fait Ouais. 3 jours que j'ai pas regardé un épisode de série parce que non, c'est pas vrai. J'ai regardé un épisode de Kingdom hier, donc faut pas que je mente. Mais j'ai regardé un épisode hier, mais le moment où je me fais du binge watch toute la journée, je laisse passer parce que faut aussi laisser. À la fin, on va tous être abrutis, quoi. Ouais, non, c'est clair. On sait plus si on aime ou pas. On prend même pas le temps de se poser la question, d'en parler avec les gens. Parce qu'on peut faire des house parties où on peut mettre des séries si on veut et voilà, laisser les choses s'installer. Donc, ceci dit, Tales from the Loop, c'est sur Amazon, c'est inspiré par des tableaux suédois au départ. C'est la première fois qu'une série est issue de tableaux numériques. C'est super bien interprété, c'est très émouvant. C'est américain? Tale of the... Ouais. Faut accepter la lenteur, mais c'est un très bon exercice pour tout le monde de retrouver un peu de lenteur. Les premières de la série sont sublimes.
Ouais, il y a des bonnes notes, hein. Il y a des bonnes notes. Je suis en train de regarder en même temps, il y a des très bonnes notes. Bah écoutez, ça c'est en to-do aussi, ceux qui nous suivent. Donc on a une to-do qui est en train de bien grossir, mais c'est fait pour ça. On est là pour ça. Ouais. Non, mais c'est ce qu'il nous faut et c'est bien que tu nous amènes un peu en dehors des trucs un peu classiques, tu vois. Parce que Alors, toi, c'est la première fois qu'on m'en parle. Une recommandation étonnante. Ce soir, sur TF1 le mercredi, ouais. Il n'y a plus de Grey's Anatomy parce que Grey's Anatomy n'a plus de doublage. Ouais. Non, évidemment, toute la saison est prête parce qu'elle a déjà été diffusée aux États-Unis, mais pour le doublage, ça ne marche pas et on est en France, donc sans doublage, on ne peut pas diffuser. Donc, c'est remplacé ce soir par une série qui s'appelle The Resident, série à l'hôpital également, que moi j'ai vue intégralement parce qu'elle est déjà diffusée sur Fox TV que tu as avec MyCanal. D'accord. Ouais. Et ça absolument. réinvente complètement en regardant d'une façon un peu plus business le monde de l'hôpital. C'est super bien. C'est avec deux acteurs que j'adore. Il y a Matt Crotchy qui vient de The Good Wife. The Good Wife, Ouais, par ok. l'intégrale, meilleure série de network ever. Et avec Emily Van Camp qui était dans Revenge, série un peu guilty pleasure. Mais Ouais. voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous regardez la météo des Vindelia et vous enchaînez tranquillou sur The Resident. Sur TF1 en plus, première chaîne, pas compliqué. Hein. TF1, c'est un truc fou. Je me rends compte que je parle à une génération qui a plus regardé TF1 depuis un moment, mais pour The Pas Resident. pour les discours, et encore. Ouais. Mais écoute, The Resident, je suis en train de parler de regarder les notes, il y a des bonnes notes aussi. Donc ce soir, ceux qui ont envie de découvrir The Resident, c'est sur TF1 après la météo, donc 20h50, 21h. 20h50, c'est-à-dire 21h15, hein, avec les nouveaux horaires. On attend que quotidien Ouais. finisse à 21h15 sur TMC pour basculer sur TF1 qui aura attendu avec importance et qui commencera à diffuser à cette heure-là. Bienvenue dans le nouveau monde de la programmation télé. Maintenant que nous a bien filé une to-do, on a des devoirs à faire. Maintenant, on va te tester toi sur ta culture ciné-série. Donc c'est le fameux moment du jamais 203. Ah merde, il y a un Et le truc. jamais. Tu m'as Ouais, pas fait, exact. ça, tu m'as pas Et non, le jamais 203, en fait, je te fais deviner 3 mots-clés et tu dois trouver le nom du film ou de la série. Tu me donnes 3 mots-clés, c'est pyramide en fait, d'accord. Donc, C'est un jeu quand tu peux pas comprendre. C'est en 3 briques. Okay. Pyramide, ok, bah, c'est pyramide alors. Des personnes âgées en fait qui nous suivent. Les Pour ceux qui, du coup peuvent comprendre. Voilà. On fait une blague. Pyramide. C'est exact, voilà. Si ça peut t'aider, c'est le pyramide, exactement. Et c'est ciné ou série. Donc là, le premier, c'est série. Est-ce que tu es prêt? Ouais, allez. Consanguinité, hiver et dragon. Bah, tu plaisantes. On commence tranquillement. À chaque fois, on commence doucement et après, on va un peu. C'est quand même une série que j'ai détestée pendant ces 2 premières saisons. J'ai Ouais. 4 Dur, fois me refaire la première saison, tellement je la trouvais insupportable. Dur, c'est vrai. J'ai tout fait pendant 2 saisons et demie et j'ai compris la saison 3, 4, 5 que en fait tout ça était nécessaire. Donc Game of Thrones, effectivement, il faut souffrir pour C'est vrai, grave. un petit peu de résultats. Mais j'étais très en colère au début. Hein. Ils ont quand même, surtout que j'avais lu les bouquins et les bouquins sont beaucoup plus clairs que la série. Ah oui, t'es la team bouquin. Ouais, j'avais lu les premiers. Personne ne peut comprendre le début de la 2e saison de Game of Thrones version télé, c'est impossible. Donc après, en saison 5, on se dit ah ouais c'était sympa parce qu'il y avait ça, mais quand les 2 premières saisons, elles sont un tout petit peu exagérées. Ouais, et puis t'es en situation. J'ai bien aimé la dernière saison. J'ai bien aimé les dernières saisons, en fait, elles m'ont embarqué. Jusqu'à la dernière, j'ai bien aimé que Jon Snow. Enfin bon, faut pas spoiler pour ceux qui. Ouais, que Jon Snow. Ouais. On peut rien dire. Ok, bah écoute. Non, mais c'est bien parce que je pense qu'il y en a encore qui n'ont pas eu. On a reçu quel invité? Qui est-ce qui l'a pas eu? Je crois que c'était Laure Falès ou je sais plus, mais qui avait repris Game of Thrones il y a une semaine, qui avait tout binché. Donc il y a peut-être encore des gens qui les ont pas vus, tous ces épisodes. J'ai pas eu spoilé, j'ai rien dit. Non, on est bien. Donc 1 sur 1. Commentez, tenez le coup sur les 2 premières saisons. Après, on est récompensé, ça va. Ouais, c'est vrai. Grave. Game of Thrones, donc 1 sur 1. Deuxième question. C'est des films. Collège, Myopie et Animal Nyctalope. Redis-moi, j'ai pas compris le deuxième. Collège, Myopie. Ah, Myopie. Harry Potter? Ouais, absolument. Tu vois, il y a un bon petit niveau là. Je sens un petit niveau quand même.
Harry Ouais. Potter, exactement. Et Animal Nyctalope pour Edwige, hein, tu t'as compris. J'ai compris. Euh, J'avais compris biopic sur le deuxième, donc du coup, c'est pour ça que je faisais ouais, peut-être bizarre. Je me disais, alors Harry Potter en biopic, c'est chaud bouillant quand même. ouais, Ouais, non. Sachant que j'ai quand il est même, là. j'ai vécu à Lisbonne et je suis passé par Porto. Et Porto, il faut savoir que c'est la ville qui a complètement inspiré J.K. Rowling, qui a vécu là-bas. Et donc, quand on est à Porto, les étudiants, D'accord. la tenue des étudiants de Poudlard et la bibliothèque, c'est la bibliothèque de Porto, c'est très bluffant. Donc, si vous allez à Porto un jour, Ah, vous verrez. c'est hyper intéressant. Je savais pas du tout qu'il y avait une inspiration autre que anglo-saxonne. Bah, je l'ai découvert sur place. Hein. Objectivement, c'est en voyant, en ayant l'impression de vivre dans Harry Potter que j'ai posé la question qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait Harry Potter dans cette ville aujourd'hui? Et là, tout le monde, évidemment, s'est moqué en m'expliquant que c'était l'inverse. Ah ouais. Bah écoute, tu vois, entre potes, on est là pour apprendre des choses aussi, et c'est ça qui est hyper cool. Donc, notez-le bien, Harry Potter, c'est pas du tout anglo-saxon, c'est inspiration Portugal. Portugal. Donc c'est assez marrant, mais c'est bien de le noter. Donc 2 sur 2, plutôt bien. Ça c'est un film, enfin c'est des films. Pilule, crâne chauve et pistolet. C'est un film. Ouais. Pilule, crâne chauve et pistolet. Mhm. Oh, je suis pas sûr de l'avoir celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Crâne Il y en chauve. a 3 des films. Ah merde. Vous pouvez, ceux qui regardent, si vous savez, est-ce que vous pouvez mettre un indice dans les commentaires? Attends, hein. Attends, regarde pas les commentaires, il y en a qu'à trouver. Regarde pas, il y en a qu'à trouver. T'as l'œil qui a fait comme ça. Attends, j'ai pas vu. Pilule, je vais pas lâcher l'affaire, je déteste perdre. Je suis un mauvais pilule. Crâne chauve Mhm. et pistolet. Mais... En fait, c'est le crâne chauve qui me perd. Je pensais à Matrix un moment, mais. Ouais, c'est ça. Absolument. Matrix, pourquoi 3 crâne sur chauve 3. Bah parce que Morpheus, celui qui file les pilules, il est chauve. Ah ouais. Et c'est un personnage. Ouais, ouais. Bah écoute, D'accord. ouais, ça va. Bon, Mais, j'ai trouvé, mais sous la souffrance quand même. ok, on part directement sur du point Godwin. Fouet, cuir et nazi. Ah, j'adore. Alors, je sais pas si c'est un film ou une série, mais je veux la voir immédiatement. Ça, c'est un film. C'est un C'est film. un film avec C'est des films. des fouets, des fouets et des nazis. Cuir, fouet, nazi. C'est un Tarantino? Non. 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 Bon, allez, j'aurais pas. Tiens, je vais perdre celle-là. C'est quoi? Il a un chapeau en cuir aussi. Le personnage. Je sais pas. Indiana Jones. Ah ouais, bien. Eh oui, eh oui. Bien. Ouais, mais ouais. Alors, Ah, d'accord. le fouet, quand même, le fouet, il est quand même essentiel. Il se Ouais, balance. fouet, C'est le seul j'aurais mec qui a. complètement dû trouver, mais alors je cherche que dans des trucs ouais, récents, alors que Matrix l'est pas. C'est limite. J'ai aucune excuse. C'était super, super bien trouvé. Je t'en trouve un peu facile et ensuite on passe tout de suite au niveau supérieur. Alors le prochain, il est chien, solitude et virus. Je pense que je dois avoir un coup de fatigue, hein, c'est possible. Chien, solitude et virus. Chien, solitude et virus. C'est un film, hein, tu m'as dit? Ouais, c'est un film. Il n'y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Je rappelle que je suis un expert série, pas de cinéma. Je tiens à le redire. C'est bien. Tu peux te dédouaner comme ça. Hein, c'est Ouais, pas... je me dédouane totalement. C'est un film tiré d'un livre. C'est un livre à la base. Avec un chien. Avec un chien. Indice, Will Smith. Ilan qui te donne des indices. Ah, indice, Will Smith. Il y a Will Smith dans ce film. Si, j'adore Will Smith. Il trouve que je l'ai croisé dans la vraie vie, dans les endroits, il est génial. Mais alors, ces films. Bah, nous, on n'a pas croisé. Excuse-nous. Excuse-nous de Ouais, connaître bah, les films et pas de le moi, connaître je lui. regarde la personne et je regarde le film. Ok, qu'est-ce qu'il a fait de super? Ah, Men in Black? Non, il y a des zombies dedans. Ah, je sais pas. Je suis une légende. Quoi? Je suis une légende. Ah, je connais pas le film. Même pas le titre. Et ben voilà. Et ben écoute, pour toi, t'as tout doux. Je suis une légende. Très 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 bon film sur post-apocalyptique et des zombies, enfin pas des zombies, des. Vraiment? T'es sérieux? C'est bien? Ça me plaît. Ah oui, oh, il est vraiment bien. Tu connais un peu? Tu penses que ça me plaira? Ouais, je pense que bah oui, moi je l'ai trouvé j'ai trouvé en plus pas fan service en mode on fait des zombies, on fait des trucs. Non, c'est vraiment l'histoire du mec qui est tout seul avec son clébard et qui veut
trouver un vaccin et que voilà, c'est vraiment cool. Si tu aimes les zombies, j'imagine que tu as vu Kingdom sur Netflix. Non, j'ai pas vu Kingdom. Alors, tu ne J'ai peux vu pas Kingdom. avoir vu Kingdom. C'est une façon de réinventer le zombie. Alors, c'est coréen. J'avoue que j'ai eu du mal à le regarder en C'est coréen. les zombies qui courent là, c'est ça? Ouais, oui, Ouais, on peut le dire ok. comme ça. Les Ouais, images de j'ai vu la dans tout le bande-annonce. film, et ça réinvente bien l'univers des zombies. Donc, regarde Kingdom. Ouais, ok, j'ai vu deux, trois passages. Ok. Donc je me le note aussi pour ma to-do à moi. Je t'en fais un peu plus péchu là. Ah, Sophie, tu Euh, connais pas non plus. Sophie, tu connais pas non plus. Je suis une légende. Bah voilà, Pas faites-vous un, je sais pas, un partage d'écran et regardez ensemble Je suis une légende. Monsieur Alex avait trouvé. Tu es prêt pour le prochain? C'est un film. Regardez, ok, je note. C'est un Je suis prêt film. pour toi. Le prochain, c'est Écologie, fauteuil roulant et planète. C'est un film. Écologie, fauteuil roulant et planète. Alors, fauteuil roulant, ce qui me vient, c'est X-Men, mais je sens que c'est pas Non. ça. Qui est en fauteuil roulant dans un film? Et tu m'as quand même réservé un questionnaire ciné en me disant, tu vas voir, on va parler série. Hein. Non, après, il y en a un, c'est une série. Après, il y en a un, Alors, série. je te vois peur. Après, c'est série. Les gens te voient peur. Les gens voient. Ok, je sais pas. Tu veux un autre indice? Peut-être? Ouais, puis je voudrais que quelqu'un donne la réponse. Ah, bien sûr. Non, ben non, pas intouchable. Pourquoi intouchable? Il n'y a pas de planète. Ah oui. Euh, Alors, c'était bien vu. Léa, c'est bien vu intouchable. Qu'est-ce par que rapport je vais au fauteuil roulant. rajouter pour que tu trouves? Fauteuil roulant, écologie, planète et la couleur bleue. Généralement, quand je dis la couleur bleue, les gens trouvent. Ils sont bleus, les types, dedans. Avatar. Ah ouais, Avatar, Ah exact. putain, oui, il est en fauteuil roulant, t'as raison. Ah là Tu là. vois? Et c'est ouf parce que c'est ce petit détail qui fait quand même l'écriture du truc. Enfin, le gars est quand même, c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il remplace son frère. Et lui, Ouais. il est en fauteuil et ça lui permet de vivre une... Oui, bien sûr. Mais les Il gens, est dans tu vois, l'histoire, mais c'est... on pense que je parle pas à ça premier quand on me dit fauteuil roulant. Là, c'est série. Tu vas trouver. Ville européenne, Paella, Dali. Ah, bah, c'est la série que j'aime pas, quoi, c'est ça? Ah oui, c'est la meilleure. Non. La fameuse. Ah non. Pour le coup, j'ai arrêté en saison 2, parce que vraiment, Ah non, c'est infernal, c'est infernal. c'était pas possible. Et depuis, donc Casa des Papel, je vois tout le monde dire en saison 3, mais qu'est-ce que c'est mauvais, mais bon, vivant la saison 4. Et en saison 4, c'est vraiment de la merde en boîte, et tout le monde regarde. Je ne comprends pas. Donc je sais pas, expliquez-moi pourquoi vous regardez ce truc mal fait, mal joué, où ouais, la première saison pouvait être rigolote, mais en fait ça me fait penser à ces séries. Il y en a eu plein, Prison Break, Heroes, qui avaient des très bonnes premières saisons, puissantes, et puis derrière. Ah ouais. Prison Break, quand ils sortent de la prison, mais c'est infernal. T'as l'impression que c'est un truc une petite fiction RTL 9 le samedi après-midi, tu vois. Tu fais, mais c'est alors que les premières saisons de Prison Break, c'était quand même saisons de dingue et les saisons suivantes ratées. Ça fait partie des séries référentes, tu vois, genre les premières saisons de Prison Break, c'est vraiment ouais. À part la BO hein, qui est pas dingue avec Faflarage. C'est ça. Ah non, c'est OK, bah écoute, un bon petit niveau, vas-y petit dernier. Le truc de Casa des Papel, c'est qu'il y a des cliffhangers à la fin et que du coup on veut voir la suite parce qu'il y a. Oui, non mais c'est ça en fait. Tout est écrit, tout est même le montage, il est fait juste pour mettre des coups de pression. On te raconte aucune histoire. C'est que des coups de pression mis l'un après l'autre. C'est genre, ouais, il a pensé à ça. La mécanique qui était cool de la première saison, le mec a pensé à tout et à chaque fois qu'il y a un problème, il donne la solution. Il l'avait anticipé. Sauf que 4 fois de suite, tu vois, ça marche plus. Et tu vois, c'est ça, il y a un moment. Ça s'essouffle et tu fais, ouais, non mais c'est cool, c'est marrant de voir. Ah ouais, il a pensé, mais tu t'y crois plus parce que voilà, tu perds le truc. Vas-y, dernier. Et si j'ai la moyenne ou si, qu'est-ce que je gagne à la fin? Bah écoute, qu'est-ce qu'on gagne? Attendons le déconfinement et on verra tout ça, tu vois si. Parce que là, ça se trouve, on va faire gagner des trucs, mais on se les donnera pas avant décembre prochain. Donc, meilleure série, Le miel et les abeilles, Jonas Seban. Je connais pas. Tu connais pas Le miel et les abeilles? Non. C'était un reproche, c'était une voix de reproche, ça. C'était une voix. C'était une intonation de reproche. Tu connais Mallory Nataf? Attends, je regarde. Le miel et les abeilles. Mallory Nataf, Le miracle de l'amour. TMC. Wow. Non.
Ah, ça, Hélène et les garçons, oui, je connais. Voilà, Mais et ben, c'est la même époque. AB Productions, d'accord. c'est l'une des séries de l'époque. Ah oui, d'accord. Oui, Les oui. filles d'à côté, tout ça. Voilà. Bon, il y avait le miel et les abeilles avec Mallory Nathan. Ok, bah écoute, ça m'a refait Merci Jonas hein, pour ce point très technique à l'ancienne. Qui a le miel et les abeilles? Jonas, c'est bon. Meilleure série, Le miel et les abeilles, a priori. Oh, Jonas fait de l'humour, hein, je pense. Ah Enfin, ouais, j'aime je pas bien pense, je Jonas, pense. mais je pense qu'il est au 15e degré à peu près. Écoute, Eric, est-ce que tu peux nous filer un dernier conseil de série? Parce que les films, on a eu. Toi, t'es Ouais. spécialiste série, donc on veut vraiment ton œil Donc, je crois là-dessus. qu'une. Voilà, Ouais. chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Ok, je vais choisir une série récente. Parce qu'il y en a des anciennes dans mes top 10. En fait, il y a pas mal de séries un peu anciennes. Une série récente, c'est Watchmen, Ouais. qui a complètement réinventé ce qu'on connaissait de Watchmen. Il y a comme eu un film et des comics. Enfin, bon, ça, on sait d'où ça vient. La série a fait un truc dingue. Elle a complètement explosé la mythologie. Elle a recréé par petites touches un univers qui correspond, hein, on s'y retrouve à la fin, mais qui est vraiment bluffant. J'adore quand il y a des pièces de puzzle, mais qui à la fin s'emboîtent vraiment et intelligemment, ce qui est le cas dans Watchmen. C'est Damon Lindelof qui l'a fait, donc c'est le mec qui a fait Lost, Ouais. Deux, trois erreurs, notamment sur la fin, et The Leftover. Il est aussi derrière ça. Donc Watchmen, avec Regina King qui est dingue, c'est sur OCS. C'est 10 épisodes, donc ça se fait facilement et c'est magique. Il faut être prêt encore une fois à avoir un ou deux épisodes au début où on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas où on est, c'est des pièces de puzzle qui se posent. Mais un ou deux épisodes c'est acceptable, là où la deuxième, il y a des saisons de séries où on comprend rien pendant 12 épisodes. Et Alors Watchmen OCS, du coup OCS qui dispose sur MyCanal. Donc on se rajoute à la to-do. Ça c'est la petite propale plutôt sympa que moi je valide fort, notamment parce que je connais un peu l'univers Non, moi je l'ai pas vu encore, mais je vais me le rajouter. To-do qui est tellement longue, Valentin, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On est confiné. Ça bosse, hein, ça bosse. Non, je sais pas. J'ai des trucs un peu sur le feu que je dois terminer vraiment pour me dire que je l'ai fini. Mais voilà. Mais écoute, Eric, on arrive à la fin de ce live d'une heure où on a pu parler de choses hyper intéressantes. Merci à toi. Je suis d'accord avec Ilan. Je dis juste deux trucs. Je suis d'accord avec Ilan. Breaking Bad, en fait, elle est en 3e position. Elle est dans mon top 3. C'est The Leftover en 1, Tales of the Loop est en 2 et Breaking Bad en 3. J'adore cette série. J'espère que vous avez tous noté la to-do pour ce week-end. Dallas, moi j'avais bien aimé le reboot. Et je suis fou du reboot de Dynasty, qui n'est plus sur Netflix, et ça c'est vraiment pas bien. Dynasty 2.0, c'est génial, évidemment en mode guilty pleasure, mais au moins on sait où on est dès le départ. Vous prenez des stagiaires, je ne sais pas ce que c'est cette série, mais et surtout je ne sais pas si tu non, veux être stagiaire. Pas. Parce que chez moi ça va être petit. Et une série sur Netflix, Nat demande une série sur Netflix. Ah là là, mes séries sont pas sur Netflix. Il y en a beaucoup sur OCS. Attends, qu'est-ce que j'ai vu sur Kingdom, j'en ai parlé, c'est Netflix. Pour rentrer dans la culture coréenne, c'est super bien et c'est en même temps des zombies et ça castagne, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Sinon, voilà, c'est quoi les séries qu'on adore sur OCS? Sex Education, j'ai pas aimé. Casa de Papel, j'aime pas. Stale Mail, la Servante écarlate. C'est sur OCS. Sinon Netflix, Viking, pour terminer ce live, parce que là, je vois qu'on est 18 et Instagram coupe au bout d'une heure. Enfin, nous coupe au bout d'une heure. Merci à toi, Eric. C'était vraiment cool d'avoir pris le temps de nous répondre. On a parlé. Oui, Ozark sur Netflix. Faut qu'on le commence. Ozark, oui, Jonas. Merci, Jonas. Et bon courage à toi, Eric. Merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu présent entre potes. Et à très bientôt. Bon confinement. Oui, Sophie. The Sinner. À bientôt.